Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on parlera d'Octobre Rose avec Vera Bossiac dans quelques instants et son invitée Marie Parent. On pose pour le rose. Delphine Vespizer, elle, va s'essayer au hockey sur glace. Ça se passe avec l'équipe de Mulhouse. Adeline Beck du Château Vaudou nous expliquera cette étonnante exposition Château Zombie. Et on aura la joie de recevoir en début d'émission, dans un petit quart d'heure, Fatou Diom, écrivain franco-sénégalaise alsacienne. Elle publie Les Veilleurs de Sangomar. Tout cela, c'est à suivre après le JT Anna Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT, nous vous présenterons les 3 sports à tester en cette année en Alsace pour démarrer du bon pied. Sport aussi avec la Coupe du Monde de rugby qui se déroule au Japon et si l'ambiance n'est pas trop à la fête avec le décalage horaire, ça n'empêche pas les fans de se retrouver dans les bars comme vous le verrez un peu plus tard. Et puis un collectif d'artistes alsaciens a pris pour habitude de mettre sa patte sur les étiquettes des bouteilles de vin et ils se sont attaqués cette année à une cuvée de champagne. Mais pour commencer, c'est une manifestation qualifiée par beaucoup d'inédite, sinon historique. 27 000 policiers se sont rassemblés aujourd'hui à Paris et parmi eux, 200 venus d'Alsace. Ils ont fait la route cette nuit depuis Mulhouse, Colmar et Strasbourg, en bus et en train, pour grossir les rangs du cortège. L'ensemble des organisations syndicales de la profession avaient appelé à manifester leur colère alors que 52 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année. Camille Roland a joint Michel Coriot par téléphone, c'est le secrétaire régional d'Alliance Police Nationale. Il était dans le cortège parisien et nous explique les raisons de cette mobilisation. Les policiers aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau, ils sont très en colère. Très en colère quand on voit aujourd'hui nos conditions de travail, quand on voit l'état de certains de nos locaux, qu'on constate au quotidien un manque de matériel criant. On l'a vu lors des manifestations Gilets jaunes où certains de nos collègues ont été envoyés sans aucun moyen de protection adéquat, sans parler de l'état de nos véhicules et de tout le reste. On est aussi très en colère car on nous promet chaque jour un peu plus d'effectifs dans nos services, dans nos commissariats. Mais la réalité, c'est que nos collègues, ils n'en peuvent plus aujourd'hui. Ils appellent au secours un peu partout pour avoir des effectifs supplémentaires car ils ne tiennent plus comme ça. Et évidemment, on ne peut pas continuer comme ça plus longtemps. C'est la raison de notre présence aujourd'hui à Paris. Les sports traditionnels comme le football, le tennis ou encore la natation, ça ne vous dit trop rien. Envie de faire une activité pas comme les autres? Eh bien pas besoin de quitter l'Alsace pour tester des sports originaux. La preuve avec ce tour d'horizon des sports insolites à découvrir dans la région cette année, Marine 6. Le karaté, tout le monde connaît. Mais le body karaté alors? Ici, pas d'affrontement, mais des techniques de combat chorégraphiées en rythme sur la musique. C'est une activité qui a été créée par ma mère dans les années 2000, Catherine Belriti, qui est double championne du monde combat. Elle a créé ce sport pour attirer les femmes vers la pratique du karaté de manière ludique et sans affrontement. On apprend des gestes issus d'un art martial pur et c'est rattaché au karaté directement parce que c'est la même licence, c'est une licence fédérale. Comparé aux autres sports où on travaille que dans une seule direction, là on va vraiment imaginer un combat multidirectionnel, donc on travaille dans toutes les directions. On travaille la technique du karaté, on travaille la rapidité, l'explosivité, la mémoire, la souplesse. On quitte les tatamis de Geispolsheim pour l'école clandestine à Wettolsheim et ses cours de Hoop Fit. Et on reprend avec le bus. Au programme de la séance, renforcement musculaire et exercice cardio avec un hula hoop. L'idée, c'est vraiment de le garder à la taille et de faire en même temps des mouvements de coordination avec les bras. Donc c'est faire plusieurs choses en même temps et ça permet vraiment de renforcer la ceinture abdominale. C'est pas pour voir les tablettes de chocolat, mais c'est vraiment plus pour affiner la silhouette et ça renforce vraiment en douceur. Essayez de descendre en squat. J'ai commencé là cette année, donc ça fait ma 3e séance. Voilà. J'avais jamais fait de hoop non plus avant. C'est intense. Ça fait beaucoup de cardio. Et au niveau du hoop, je suis pas très douée encore, mais bon, ça va venir. C'est un challenge et puis voilà, c'est vraiment sympa. C'est plus drôle que juste du cardio.
Changement de décor, maillot de bain exigé pour 45 minutes d'aquarunning. Cela se passe au centre aquatique Nautila à Guebwiller. Ici, on court dans l'eau, mais pas que. Montée de genoux, on peut faire de la marche en croisée, courir, des talons-fesses. On peut aller carrément derrière le tapis et présenter des mouvements que sur le haut du corps. Et on peut également travailler les abdos. Fort ! Fort ! L'accessoire indispensable à l'activité, c'est évidemment ce tapis de course. Le tapis est élevé à 30%. On est obligé de faire du talon-pointe. Si on reste que sur la pointe, on va avoir des douleurs au niveau de la cheville et du talon. Mais à force, on va assouplir la cheville. On descend une fois. On descend. On reprend. On accélère. L'aquarunning, comme le body karaté et le hoop fit, sont pratiqués en majeure partie par des femmes, mais ces activités sont ouvertes à tous. Alors messieurs, plus d'excuses. Sport toujours avec la Coupe du Monde de rugby qui a débuté il y a quelques jours au Japon. L'équipe de France s'affrontait ce matin les États-Unis et même si le coup d'envoi était à 9h45, cela n'a pas découragé certains Strasbourgeois qui se sont donné rendez-vous dans les bars. Cécile Moitiété. L'ambiance dans ce pub du centre-ville diffère légèrement des troisièmes mi-temps. Avec ces matchs en matinée, les supporters de l'équipe de France de rugby ont dû changer quelques-unes de leurs habitudes sans perdre de leur ferveur. Non, c'est pas bière, jus d'orange, un peu tôt ce matin pour la bière. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'une Coupe du Monde c'est assez rare, et puis dans un bar c'est quand même plus sympa l'ambiance que chez soi. Et puis on n'a pas forcément tous les abonnements aux différentes chaînes. Donc c'est histoire de partager un petit peu le match avec d'autres personnes et d'être dans une ambiance plutôt conviviale. On n'est pas en pyjama et ouais, c'est plus sympa de le voir avec des amis que tout seul surtout. Pas de quoi démotiver les bars qui retransmettent l'événement. Tout a été préparé. Les horaires d'ouverture ont été repensés, tout comme la carte proposée aux clients. On essaie de vendre nos petits déjeuners à l'irlandaise avec du bacon, des saucisses, etc. Ça a plutôt bien marché pendant le week-end, les matchs de samedi matin ou de dimanche matin. Mais en milieu de semaine, c'est un peu moins. Les gens, ils ont à travailler en milieu de semaine à ce moment-là. Des supporters un peu déçus par le jeu des Bleus ce matin, mais l'équipe de France l'a emporté face aux États-Unis, 33-9. Prochain adversaire pour le 15 de France, l'équipe du Tonga. Rendez-vous ce dimanche 6 octobre 9h45. Avant le choc le 12 octobre, la France affrontera l'Angleterre. C'est un projet au croisement entre l'art et la viticulture. Un collectif d'artistes alsaciens, les Neufs, a choisi comme toile les étiquettes de bouteilles de vin. Et après les vins d'Alsace, c'est au champagne qu'ils se sont intéressés. Reportage d'Aurélie Junier à Mongueux. Peintres, sculpteurs, graphistes, photographes ou artistes multimédia, chacun mettra sa patte à cette cuvée inédite du champagne Guérino qui sortira en 2021. Le collectif, baptisé Les Neufs, a pour but premier de mettre en valeur les vins alsaciens. Chaque année, il sélectionne également une autre appellation à éclairer. Après la vallée du Rhône, la Corse, le Beaujolais et le Bordelais l'an prochain, le Champagne sera à l'honneur. On a envie de provoquer des idées, créer des choses nouvelles, des rencontres. Et c'est surtout les rapports humains qui nous animent. Ça nous remplit de création. C'est un moment surtout de partage et d'échange. Et on se laisse le temps de faire autre chose que ce qu'on fait au quotidien. Un projet convivial mais sérieux. Samedi, les artistes ont pu visiter les vignes et les caves avant de discuter des modalités de création de la future étiquette. On va déterminer quelle sera la nature de l'étiquette, les couleurs, éventuellement la forme. Ça peut être la topographie, ça peut être les mots du vigneron, ça peut être la forme de la bouteille, ça peut être la dégustation. Comme pour ses créations des années précédentes, chacun des 9 artistes alsaciens est impliqué. Un challenge tout aussi excitant pour le vigneron qui crée de son côté une cuvée unique. Déjà au point de vue personnel, c'est très stimulant, on a accès à un autre monde, ça nous sort un petit peu de notre quotidien, on rencontre des gens très sympathiques
Et ensuite, ça fait parler un petit peu de nous, on profite du côté de communication. Ça fait partager des bons moments qu'on ne fera pas forcément quand on a la tête dans le guidon, dans les vignes ou dans la cave. L'échange et les rencontres sont le moteur de ce projet. Les 9 ont sélectionné ce champagne après un repas dans un restaurant en Alsace tenu par la mère de Maxime. Il n'y a pas de hasard, comme ils disent. Seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va peut-être plus loin. Donc, en tout cas, c'est une belle partie de fou rire, d'aventure et de construction de projets artistiques qui nous animent. Cette cuvée inédite a été mise en bouteille cette année avec 75% de vin de la récolte 2018 et 25% de vin de réserve. Ce sera du blanc de blanc 100% Montlieu, de nos vignes de Montlieu. C'est un assemblage qu'on a voulu sur le plaisir. Ce sera la ligne directrice vraiment de la cuvée, le plaisir, la fête. Donc une explosion d'arômes, des arômes de fruits frais, qui n'invitent qu'à une seule chose, c'est de boire une deuxième coupe une fois que la première est vide. Il faudra pourtant rester raisonnable pour votre santé, mais aussi du fait que seuls 99 Jéroboam ne seront produits, des bouteilles de collection numérotées. Et on finit ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, Oliviane. Une belle histoire de rédemption dans un café strasbourgeois. Hier, les gérants du Café Grognon au Neudorf étaient très tristes. Leur tigrou à pourboire avait été volé. Mais chez eux aussi, la vidéosurveillance veillait. Ils ont pu identifier le voleur et lui ont lancé un appel sur Facebook. Et le miracle s'est produit. Le voleur s'est repenti, a rapporté le tigrou et l'argent, et même une autre tirelire identique, mais d'une autre couleur. Et voilà pour l'information. Merci beaucoup Anna. On accueille le plateau du soir. Venez nous rejoindre Vera, son invité Marie Parent, l'écrivain Fatou Diom, qui vit en Alsace d'ailleurs, on en parlera dans un instant, et Adeline Beck avec nous pour le Château Vaudou. On va parler d'une exposition qui commence ce soir jusqu'au 1er décembre. Tout cela, c'est après la météo de Célia. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour votre point météo de ce jeudi 3 octobre et on échange les caouets contre des pulls en ce jeudi. Regardez, il fait beau, il fait très beau sur la majeure partie du territoire, seulement quelques nuages bas par endroits et par moments, mais pas d'humidité, un peu plus de nuages du côté de Karlsruhe ou encore de Fribourg. Par contre, je vous le disais, il fait froid. Le matin, comptez seulement 5 degrés sur la majeure partie du territoire alsacien, 6 degrés ce sera la maximale et ce sera pour Strasbourg, comptez entre 6 et 7 degrés chez nos voisins allemands, 6 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. L'après-midi, pas de changement, toujours autant de beau temps, un grand soleil prévu sur tout le territoire avec des températures qui restent stationnaires par rapport à la veille. Comptez 13 degrés dans le nord du Bas-Rhin, du côté de Wissembourg ou encore de Saverne, 14 degrés de Strasbourg à Mulhouse en passant par Colmar. Ce sera les mêmes températures chez nos voisins allemands et chez nos voisins suisses. Par contre, ça ne va pas durer. Regardez, vendredi, c'est le retour des précipitations et ce sera le même temps malheureusement tout le week-end. En prévision donc de la pluie et des températures qui restent plus ou moins les mêmes. Ça reste agréable, entre 15 et 16 degrés prévus vendredi après-midi en Alsace, entre 13 et 14 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg et 16 degrés si vous êtes du côté de Bâle. Jeudi, nous serons donc le 3 octobre et nous fêterons les Gérards. Le soleil s'élèvera à 7h30 pour se recoucher à 19h04. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et l'invité de la rédaction ce soir avec nous, Fatou Diom, comment allez-vous ? Bonsoir, très très bien. On est ravis de vous accueillir. Vous publiez un 11e livre, c'est celui-ci, Les Veilleurs de Sangomar. Alors juste pour situer l'île de Sangomar, vous Fatou, vous avez passé votre enfance à Niodior, au Sénégal. Et Sangomar, c'est en face ? C'est juste en face, même pas une demi-heure en pirogue. Donc vous la voyiez quand vous étiez petite, cette île en face ? J'y allais parce que mon grand-père avait un campement de pêche, donc j'y ai passé beaucoup de vacances scolaires. D'accord, et on va s'apercevoir dans le livre qu'il y a beaucoup de monde sur cette île. Pour le pitch, si vous voulez, c'est l'histoire de Kumba. C'est une jeune femme qui ne se résigne pas à la disparition de son mari Bouba. Bouba, il était tout simplement à bord d'un ferry qui a coulé en 2002. C'est une histoire vraie, bien évidemment. Il y avait à son bord 2000 passagers. Et vous dites, ils ont disparu. Il n'y a pas de sépulture. 2000 vies dissoutes en une nuit.
c'était le ferry qui reliait la capitale sénégalaise, Dakar, à Ziguinchor. C'est le Joola, donc. Hein. Le Joola, oui. Et la capitale de la Casamance, c'est donc Ziguinchor. Et ce bateau revenait de Ziguinchor avec plein d'étudiants, des commerçants, des touristes aussi. Et puis ce bateau a coulé, il était prévu pour 550 personnes. Et puis il y a plus de 2000 victimes, selon les familles. Voilà, c'est une histoire qui a fait évidemment l'actualité sur le Sénégal, un peu moins dans le reste de l'Europe, c'est ce que vous dites. Oui, Koumba dit qu'elle n'a pas entendu parler d'une minute de silence dans une capitale européenne. Alors que quand l'Europe est victime d'un problème, toute l'Afrique se lève et puis l'Afrique est solidaire. Peut-être que nous sommes plus tournés vers l'Europe. Et comme moi, je suis dans l'intersection, ce qui se passe sur ces deux territoires m'intéresse. Je voudrais que les Européens se souviennent du Joola autant que du Titanic. Alors on parle d'islam dans ce livre, Koumba est musulmane, et dans la tradition animiste sérère, c'est donc sa vraie culture, on croit aux âmes et aux esprits. Oui, parce que l'île de Sangomar est considérée comme les Champs-Élysées sérères. Donc d'après la religion animiste des Sérères, les ancêtres, les esprits, les djinns sont réunis sur cette île. Les morts sont censés faire escale là-bas le temps que les familles acceptent de les laisser partir. Et c'est une transition. Et pendant toute cette période de deuil, Koumba considère que son homme, Bouba, est forcément sur cette île. Son âme est là-bas, son esprit est là-bas. Son âme est là-bas parce qu'il est parti rejoindre les ancêtres. Donc toutes les nuits, elle convoque les ancêtres qui doivent intercéder auprès du djinn, Sangomar, pour lui donner la vue qui traverse la nuit pour accéder à son amoureux. Voilà, et ça marche. Ça marche pas au début. Hein. Elle en voit d'autres, mais elle voit pas son Bouba. C'est une maman d'une petite fille de 5 ans, Koumba. Et donc, la nuit, elle entre en transe et entre en relation avec l'esprit de son défunt mari. Et c'est ce que vous dites, les djinns ne sont pas aveugles et lui donnent la vue qui traverse la nuit. Est-ce que c'est... Alors moi, j'ai pris évidemment beaucoup de plaisir à entrer dans ce roman. Est-ce que c'est réel, ces traditions? Est-ce que, quand quelqu'un part, ou c'est la romancière qui imagine cela? Ah non, moi j'ai grandi là-dedans. Quand j'étais petite au Sénégal, jusqu'en 83, les gens de mon village partaient avant les semailles, mais aussi après les récoltes, pour aller prier sur l'île de Sangomar. Donc c'était tout un festin, on tuait des bœufs, on cuisinait là-bas, on mangeait sur l'île, puis on se baignait sur ces eaux après les sacrifices. C'était très festif, c'est une religion écolo aussi, en fusion vraiment avec la nature. Et on considérait que nos ancêtres étaient là-bas, qu'ils pouvaient nous écouter, nous donner la pluie. Et c'est étrange, je ne sais pas s'ils étaient très bons pour la météo, mais quand on rentrait la nuit, il pleuvait forcément. Donc les esprits, ça marche. Chaque fois, il pleuvait le lendemain. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils étaient ou bons en mathématiques pour calculer la position des astres et puis la météo, ou alors il y avait quelque chose de vrai dans cette fusion avec la nature et cette osmose avec la nature. Sauf que de dire à quelqu'un, voilà, j'entends des esprits qui me parlent, on vous traite de folle. Donc Koumba décide de ne pas parler de ce qu'elle entend, de ses auditions nocturnes, mais d'écrire dans un cahier. C'est l'écriture qui répare aussi le deuil. C'est là où on retrouve la patte de l'écrivain. Oui, elle décide de ne plus parler parce qu'elle dit que c'est agaçant d'entendre des sourds vous supposer des acouphènes, n'est-ce pas? Donc elle ne parle plus parce que sa belle-mère la prend pour une folle. Chaque fois qu'elle raconte ce qu'elle a entendu la nuit, la belle-mère lui dit mais il faut accepter le destin, c'est le mektoub, c'est le Seigneur qui a décidé de nous prendre Bouba, tu acceptes ma fille, sinon tu finiras folle. Et comme tout le village dit qu'elle est devenue folle parce qu'elle entend des voix et puis qu'elle parle à haute voix quand sa chambre est vide, pour ne plus du tout supporter ces accusations, elle se met à écrire, elle se dit un cahier, un stylo, et puis elle va transformer l'Atlantique en Taj Mahal pour son Bouba. Alors, dans cette Afrique, Koumba est une veuve musulmane, et en fait, le deuil doit durer, est très précis, est-ce que c'est aussi précis que ça? Doit durer 4 mois 10 jours. Et 10 jours. Tout à fait, parce que c'est ce qu'on appelle la Idda. Donc la Idda, elle est censée donner ce laps de temps nécessaire pour savoir si la veuve est enceinte ou pas. D'ailleurs, si jamais c'est une veuve enceinte... Si la veuve est enceinte. Oui. C'est-à-dire qu'elle a... La paternité, c'est pour le côté légal de la paternité. Est-ce que c'est le défunt qui est le père de l'enfant à naître? Mais si jamais la dame elle accouche entre-temps, par exemple, elle est débarrassée du veuvage, c'est fini. Mais comme Koumba n'est ni enceinte, ni ancienne et suffisamment âgée, donc elle doit supporter ces 4 mois 10 jours. Mais elle dit que ce n'est même pas la durée qui l'embarrasse, elle. C'est qu'un si
un temps si précis, si court, soit attribué C'est au ça. veuvage de C'est ça. l'amour. Quand Le on deuil, c'est était pas une marié question pour de temps. l'éternité, oui, c'est pas suffisant pour elle. Voilà, sauf qu'après 4 mois et 10 jours, on veut la marier. Avant même les 4 mois et 10 jours, il y a les tractations sociales, il y a les messagers qui viennent la courtiser en quelque sorte pour la marier soit avec un cousin choisi par sa mère ou alors le lévira, c'est-à-dire Alors j'ai découvert épouser. ça, le lévira, je ne savais pas ce que c'était. ben, c'est une Connaissez-vous le tradition. lévira, mesdames? Pas du tout. Alors c'est une sorte de mariage qui est vraiment inscrit dans les traditions. À la fois juive et musulmane aussi, d'ailleurs. D'accord. Le lévira, c'est épouser un membre de la famille du défunt. En général, le petit frère ou le grand frère du défunt. Son mari est mort, on épouse le frangin. Voilà, et c'est pour garder les enfants traditionnellement. C'était pour garder les enfants dans la même famille, donner une protection sociale à la mère et puis aux orphelins. Mais moi, ce que je dénonce, ou ce que Koumba dénonce dans ce livre, c'est que le lévira, quand c'est une dame âgée, avec des enfants grands, par exemple, personne n'en veut. Mais quand c'est une jeune veuve pimpante et très attrayante, tout le monde se bat pour l'épouser et tout de suite. Voilà, et elle ne deviendrait que la deuxième ou troisième femme. C'est ça, en l'occurrence, là, c'est la troisième de son beau-frère. Hein. Oui, parce que le beau-frère a déjà 2 épouses qui commencent à montrer les dents, d'ailleurs, quand la belle-mère essaie de trafiquer ce couple. Et je dis que la polygamie, ce sont souvent les mamans qui poussent leur fils à épouser une autre épouse. Là, elle considère sa belle-fille, la jeune veuve, comme un investissement parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour son mariage et les noces n'ont pas duré. Ce n'est que 2 ans de mariage. Elle considère cela comme une perte. Donc, elle préfère que la fille soit récupérée par le beau-frère. Alors, vous parlez également de cérémonie du dévoilement, c'est quoi ? Alors, la cérémonie du dévoilement, c'est la fin du veuvage. Et la dame, elle va déposer ses habits amples et blancs qu'elle a portés pendant 4 mois, 10 jours. C'est-à-dire que pendant tout le temps du veuvage, Koumba ne doit porter que des habits très larges. Elle doit cacher sa morphologie. Elle est tout le temps recueillie et dans la prière. Donc je dis qu'elle a le sex appeal d'un céphalopode avec ces robes-là. Donc elle est camouflée finalement. Elle est très discrète, elle est rentrée. Et la cérémonie du dévoilement, on vient faire une fête, presque la fin des obsèques. Et tous les proches viennent faire un déjeuner, puis une journée de prière. Et là, elle a le droit de porter de nouveau des habits normaux et retrouver sa vie sociale. C'est un constat que vous faites aussi sur la vie sénégalaise, la culture sénégalaise, la vie au quotidien sociale. Les femmes, c'est le poids des traditions, c'est la place hypocrite de la religion. Est-ce que tu as fait des 5 prières? Ça revient souvent dans le livre. Elle est épiée pour voir si elle est une bonne musulmane. C'est ça aujourd'hui, en 2019? C'est vraiment ça, parce que la famille du défunt considère que la piété de la veuve aide l'âme du défunt à accéder au paradis. Donc, alors, dans le livre, je dis que Koumba sait que ne pas appliquer ces règles-là, ça lui vaudrait l'enfer, mais avant le jugement divin, parce que les humains s'en chargeraient. Et donc, on la surveille, sa belle-mère lui demande toujours, en fait, c'est une horloge, la belle-mère, elle lui dit tout le temps, il est l'heure de prier, tu es encore en retard, réveille-toi. Donc, même tôt le matin, elle doit se lever pour prier, alors que son mari était laïque, et qu'elle-même était laïque, et qu'il n'était pas du tout pratiquant, mais en son nom, on lui impose une rigueur religieuse qu'elle n'a jamais connue. Vous êtes sénégalaise, hein, vous avez vécu à Niodior. Est-ce que cette rigueur de l'islam, de la religion... Elle est récente. Elle est récente. Oui, moi, je ne l'ai pas connue. Et quand même, j'ai grandi là-bas, vraiment, et je ne l'ai pas connue. C'était beaucoup plus détendu. Et mon grand-père ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Et puis, il était très détendu avec les religions. Il y avait un côté œcuménique. Parce que chez moi, il y a des musulmans, des chrétiens, des animistes. Sur l'île elle-même, il n'y a que des musulmans. Mais les îles voisines, il y a des chrétiens qui sont parfois des membres de nos familles. Et tout ça était très... il y avait un syncrétisme religieux. Alors que maintenant, on a des gens beaucoup plus sévères. Koumba les appelle les métamorphosés. Donc, ce sont même des mutants. Ils ne sont pas suffisamment bons musulmans parce qu'ils ne connaissent pas les textes, mais ils ne sont déjà plus assez africains pour être fiers de leur religion traditionnelle animiste. Ils sont même vexés quand on en parle. Ils essayent même de rendre cette religion inacceptable et presque honteuse. Et c'est ça que Koumba interroge. Où va l'Afrique si elle est amnésique, si elle ne se souvient plus d'elle-même? Où va l'Afrique avec ces religions qui sont là comme des bandes adhésives? Le christianisme ou l'islam, ce sont des religions importées. Et puis certains n'auront même pas compris le Coran 10 000 ans après l'Hégire. Donc où va cette Afrique-là? Les veilleurs de Sangomar, c'est du grand Fatou Diom. Mais ils veillent afin que l'obscurantisme ne soit jamais victorieux.
Beau mot de la fin. Vous restez avec nous, Fatou. Vous bougez pas. Place au Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors hier soir, la Tour Eiffel s'illuminait en rose pour annoncer le début de l'opération Octobre Rose. Alors durant tout ce mois, il y aura de nombreuses initiatives qui vont être mises en œuvre et l'une d'entre elles se passe à Strasbourg. Avec nous, Marie, pour nous parler de On pose pour le rose. Bonsoir Marie, cet événement s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient ou non touchées par le cancer du sein. C'est vraiment, voilà, peu importe l'âge, peu importe, voilà, toutes les femmes. On accepte bien entendu les hommes aussi, mais voilà, en tout cas c'est un événement féminin. C'est quoi le programme de cette journée ? Alors le programme il est chargé, c'est-à-dire que à la base en fait on pose pour le rose, c'est de pouvoir photographier des femmes tout au long de la journée. C'est les images qu'on voit là. Exactement. Et voilà, pour qu'elles puissent passer un moment de cocooning, de bien-être. Il s'avère qu'à Strasbourg, ça a tellement bien pris que on a plein de personnes qui viennent nous donner un coup de main. Donc il y aura un atelier couronne de fleurs qui sera organisé par Atelier Maison Magique. Il y aura de quoi grignoter. On a eu beaucoup de prestataires gâteaux, de boire un thé, des massages. Voilà, donc autour du féminin, autour du bien-être pour passer. Et ça se passe comment ? Alors c'est un shooting qui est organisé, on peut avoir une mise en beauté. Est-ce qu'on paye ? Comment ça marche ? Alors il y a un prix de base qui est de 30 €. Donc là aujourd'hui, il reste je pense 3 ou 4 places. Ça se passe toute la journée. Ça dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure en fonction, parce que forcément toutes les femmes ne sont pas à l'aise tout de suite. Donc il y a d'abord une mise en beauté, donc maquillage, coiffure. Et puis ensuite on passe au shooting photo. Avec un photographe professionnel. Une photographe professionnelle de Strasbourg qui s'appelle Charlotte Duventon. Et la mise en beauté est faite par une socio-coiffeuse qui s'appelle Ségolène. Et voilà. Et donc on repart avec combien de photos Alors on repart avec une dizaine de photos, des portraits, donc ça peut être aussi bien, alors c'est en fonction de la personne, donc habillée ou boudoir, donc légèrement dénudée, donc on verra pas de poitrine, mais voilà, c'est vraiment en fonction de la personne. Au feeling. Exactement. Et alors tous ces bénéfices, ils sont reversés à une association ? Exactement, donc l'association s'appelle Le Cancer du Sein, parlons-en. Voilà. D'accord. Oui, c'est très parlant. Mais ça fera des sous à 30 € là, les personnes qui participent à ça, vous allez pouvoir faire un gros chèque quand même. Exactement. Et ça se passe où cet événement ? Ça se passe à l'hôtel de la Cour du Corbeau, donc en plein centre-ville de Strasbourg. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Est-ce qu'il y a des places ? Est-ce qu'on peut passer en tant que spectateur ? Alors passer, il n'y a pas de souci. Moi je vous accueille, enfin voilà, moi je suis à l'accueil. Donc il reste 4 places, donc pour Fatou, Adeline, vous, et encore une téléspectatrice d'Alsace, c'est ça ? Et il reste encore des places par contre pour l'atelier couronne de fleurs qui dure de 10h à midi. Voilà, donc vous retrouvez la page Facebook qui s'affiche en dessous pour avoir toutes les informations. Et merci Marie. Voilà, autre actu, Vera. Alors Lionel, j'ai découvert la marque Skin Cuticles. C'est une marque américaine qui vient de se faire découvrir en Alsace. Donc ça s'est passé à l'hôtel Régent, plus précisément dans le spa la semaine dernière. Et donc pourquoi je vous en parle ? À cause de l'expérience très convaincante qui a été testée par la blogueuse alsacienne Estelle Segura. Alors regardez ça, je reposte en fait sa story Instagram. En fait, elle a relevé le challenge avec une pomme et leur produit férulique, donc pour démontrer le pouvoir antioxydant du produit. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable parce qu'en fait, elle a utilisé une pomme avec sur un côté oxydé et l'autre moitié qui ne l'était pas. Ça marche. Et ça marche. C'est assez impressionnant. Donc, ce qui veut dire que, résultat, on peut réparer les dégâts sur la peau, mais aussi prévenir. Et des dégâts, on parle du soleil, de la pollution, par exemple. Et voilà, en tout cas, vous pouvez découvrir ces soins au Régent Petite France. Pour avoir une peau de pomme, Fatou. Voilà. Peau de pêche, ça sera mieux. Votre coup de cœur, Vera. Alors, mon coup de cœur, c'est la marque de bijoux Opal. Vous allez regarder les images, vous allez adorer. C'est simple, en fait, je cherchais un bracelet à faire personnaliser avec le prénom de ma fille. Et puis, voilà, le résultat, je voulais quelque chose qui soit pas kitsch, plutôt tendance. Et ce sont des bijoux qui sont bohème, made in France. Et j'ai adoré le côté personnalisable pour moins de 50 €. Et ce qui en fait une pièce très originale et unique, c'est que c'est fait à partir de disques de vinyle et de produits recyclés
recyclés. Sympa. Voilà, donc vraiment, on peut mélanger les bracelets, ça donne vraiment une tendance vraiment top sur Instagram. C'est les bons petits plans que vous retrouvez sur le Vera Lifestyle et sur l'Instagram de Vera. À suivre, une exposition qui fait un peu frissonner. J'ai vu déjà des images à Adeline Beck, ça se passe au Château Vaudou, ça s'appelle Château Zombie, ça sera à suivre avec Delphine Vespizer juste après ça. Et on parle de vaudou à présent, vaudou en Alsace, hein, avec Adeline Beck. Comment allez-vous ? Bien, merci. Vous êtes l'administratrice du château musée Vaudou, qui est à Strasbourg, et Château Zombie. C'est une exposition qui commence là pile poil dans une demi-heure. Hein. Promis, je vous libère dans 5 minutes. Château Zombie, je voudrais bien qu'on voit d'abord des images. Regardez ces photos de zombies que vous allez pouvoir découvrir. Je les trouve assez terrifiants. Regardez toutes ces photos. C'est une quarantaine de mannequins zombies qui ont été créés par une chorégraphe, Kathleen Noël, c'est cela ? Tout à fait, oui. Kathleen Noël a créé l'installation avec Michel Meyer, le scénographe, qui est alsacien. Et l'idée de cette exposition, c'est de montrer un peu l'état du monde à l'heure actuelle et d'expliquer que la zombification, être zombifié, ça rend l'être humain complètement insensible, en fait. Kathleen Noël voulait expliquer que de plus en plus, on est insensible à ce qui se passe dans le monde, à la société de consommation, on se laisse emporter, à ce qui s'est passé au Rwanda, au camp de réfugiés. Vraiment, oui, voir dans les camps de concentration toutes les horreurs, en fait, voilà. qu'on a pu faire. On a quelques images chez Kathleen Noël, qui est née en Haïti, et vous allez diffuser cette performance au Château Vaudou. Regardez. Alors vous dites que c'est une plongée visuelle dans les ténèbres de la mémoire, évoquant l'esclavage, les lynchages et les camps de la mort. Oui, tout à fait. Alors le zombie, c'est pas, comme vous pouvez le voir, les mannequins, c'est pas un être humain avec la chair déchiquetée et sanguinolent comme on pourrait croire d'un zombie. Le zombie, c'est vraiment une sorte de robot, de personnage qui ne bouge plus. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer que... avec l'esclavage, la colonisation, on a notamment complètement déshumanisé les humains, ils ne s'appartenaient plus à eux-mêmes. Et ces zombies ont leur place dans le vaudou ? Alors nous, au musée Vaudou, ça nous permet de faire un parallèle avec le vaudou haïtien. Souvent, les visiteurs, quand ils viennent au musée, ils s'attendent à voir des zombies à cause des films. Et là, on va pouvoir expliquer justement ce lien, le vaudou africain qui est parti en Haïti, et le fait que les zombies, ce sont aussi des clichés qu'on a du vaudou haïtien qui ne sont pas exactement ce à quoi on s'attend. Et dans le vaudou, est-ce que les femmes ont autant d'importance que les hommes ? Alors effectivement, les femmes ont une place importante, peut-être contrairement à d'autres religions. On a notamment des prêtresses qui officient, on a aussi de très nombreuses divinités féminines. Il y a un panthéon de plus de 400 divinités dans le vaudou et la moitié sont féminines. Alors après avoir lu votre livre Fatoulium, je suis tombé par hasard sur le vaudou, c'est hasard des calendriers. Et dans votre livre, il y a des scènes de transe, en tout cas, elle rentre en transe. Et voilà dans ces images qu'on peut vous montrer sur la transe. Voilà. Est-ce que Fatoulium, la transe de votre héroïne, vous l'avez imaginée comme ça ? Oui, parce qu'il y a les saltiqués, vous savez, les Indiens, ils ont les chamans. Dans la religion animiste sérère, le saltiqué, c'est le chaman local. Donc il y a des prières rituelles comme ça, quand on les répète, on répète longtemps, les gens, c'est comme si l'esprit décollait. Donc on rentre en transe. Après, parfois, les gens ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit ou fait pendant la transe. Et dans cette religion animiste, on ajoute par exemple le tam-tam.
Il y a des rythmes qui suscitent la transe. Dans ces images un peu plus loin aussi, où elle commence des percussions. Comment ça va se passer concrètement jusqu'au 1er décembre? On a ces mannequins zombies en toile, C'est ça, avec des miroirs. Il y a 40 mannequins donc en toile, ligotés sur des chaises avec des miroirs. On peut les apercevoir au 3e étage du musée. Et en continu, on projette la performance dansée, qui n'aura malheureusement pas lieu au musée, mais on peut la voir en vidéo. Voilà, c'est ce qu'on vous propose de découvrir, c'est jusqu'au 1er décembre. Ouverture ce soir à 20h, dans 25 minutes, vous tomberez sur Adeline. Regardez cette affiche qui est complètement délirante, avec les miroirs, on se retrouve en eux. Voilà, je vais vous libérer dans un instant. Fatou Diom, les veilleurs de Sangomar. Je rappelle que vous êtes une enfant de Niodior. Est-ce que votre vie aurait pu ressembler à celle de votre héroïne? Mariage arrangé, maternité répétée, acceptation de la polygamie. Trop rebelle, trop française pour cela. Je suis née libre, je choisis mes amoureux. Voilà, et vous avez même choisi de vivre en Alsace. Et je suis même en Alsace pour une histoire d'amour, n'est-ce pas? Vous voyez comme je suis libre. Exactement. Moi est resté sur l'île, et ben moi je suis devenue alsacienne. Voilà, je ne vous pousserai pas à donner quelques insultes en alsacien, ce sont à peu près les seules choses que vous savez de la langue. Hop là, je peux aussi dire que Moria Bissoma. Ah, Fatou Diom, ça a été un plaisir. Merci beaucoup Adeline, merci à vous et bonne route pour cette opération sur Octobre Rose. Nous on va retrouver au cœur de l'Europe dans quelques instants. Avant cela, c'est votre Alsace avec Delphine. Et bienvenue à Mulhouse. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit un peu atypique, enfin, surtout au niveau de l'odeur, vous avez de la chance, vous ne le sentez pas. Et je suis avec Maxime. Salut Maxime. Salut. Alors dis-moi, où est-ce qu'on est ici? On est dans un vestiaire de hockey sur glace. Ok. Et toi, tu fais du hockey? Oui. Depuis combien de temps? Depuis maintenant, ça va faire 8 ans. Alors Maxime, au-delà d'être un grand passionné de hockey, tu as une particularité parce que tu as de la chance de faire ce sport avec ton papa. Oui. Qui s'appelle Manu. Oui. Donc vous partagez la même passion. Oui. Est-ce que tu aimerais bien te présenter? Oui. Allez. Il est là. Bonjour, je cherche le papa de Maxime, Manu. C'est moi. C'est vous? Oui. Merveilleux, on se tutoie. Hein. On se tutoie. On se fait pas la bise parce qu'il fait un peu froid, mais... Alors dis-moi, toi tu fais le même sport que ton fils, c'est la classe ça, non? C'est chouette de pouvoir partager des choses ensemble, oui. Donc toi, il faut dire que tu es un papa qui emmenait son fils au sport et au final, tu as continué à faire le même sport. Oui, c'est ça. Ok, cool. Plutôt que de rester dans les tribunes, j'ai commencé à faire du hockey. Ça, c'est vraiment la classe. Ouais. Alors le hockey, ça t'a tellement plu que tu as décidé, ou que c'est venu à toi, le fait de devenir responsable de la section fun, c'est la section des adultes. C'est ça, par la force des choses, l'implication, je suis devenu responsable de la section. Okay. Et qu'est-ce que tu fais alors? Je m'occupe de l'administratif, par exemple les inscriptions des gens. Alors justement les inscriptions, on a besoin ici de plus de filles, non? On a besoin de beaucoup plus de filles. Fais les yeux doux à la caméra, peut-être que ça marchera. C'est ce que je fais. Ils ont besoin de beaucoup plus de filles. Qu'est-ce que tu fais encore en tant que responsable? Alors je m'occupe de l'organisation de matchs avec des équipes extérieures. Vous faites beaucoup de déplacements? Oui, ça peut aller de Dijon jusqu'au Luxembourg en passant par Reims. Mais c'est plus pour les mineurs vraiment. D'accord. Nous on est un petit peu plus restreint, Strasbourg, Épinal, Besançon. Quoi qu'il en soit, oui, ça fait beaucoup des déplacements, ça fait des voyages. Et même si on n'est pas professionnel comme les Scorpions par exemple, à Mulhouse, c'est vraiment une ville de hockey. Mulhouse est une ville de hockey et c'est une de celles où il y a le plus de spectateurs pendant les matchs pro. Alors je sais que c'est aussi toi qui aides les gens à s'habiller pour ceux qui n'y arrivent pas trop. Parce qu'il y a plein d'équipements. Oui. Tu vois où je veux en venir? Oui. Tu veux bien m'aider? On va aller t'équiper. Yes. Allez, c'est parti. Je crois que c'est par là. Faire attention. Faire attention. Bon, Tom, est-ce que je peux t'appeler coach? Tu peux m'appeler coach. Tu es effectivement l'entraîneur
de l'équipe des adultes. C'est ça. Au-delà de ça, tu es aussi prof de sport, prof de PS. C'est ça. Donc le côté pédagogie, tu l'as quoi. C'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'on entraîne de la même manière des enfants et des adultes? Pas du tout. Non. Pas du tout, non. Les ados, c'est vraiment différent. Hein. On prend, voilà, il y a un côté pédagogique qu'on n'a pas forcément avec les adultes. On peut être plus cash avec des adultes aussi, on peut être plus dur avec des adultes. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? La vitesse, la rudesse. Aussi, okay. Parce que c'est un sport qui est quand même assez physique. Hein, voilà. Et puis l'esprit d'équipe. On est un peu comme une famille, on se considère comme une famille. Et ça c'est super important parce que, comme je t'ai expliqué, c'est un sport qui est rude et on a besoin des uns des autres. Donc voilà, on peut s'épauler et on sait qu'on peut faire confiance à nos potes. Je sais que vous avez aussi des petits trucs, c'est-à-dire que quand vous gagnez par exemple, vous mettez une musique spéciale. Un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous dire le titre de la musique? Je pense que vous connaissez Francky Vincent. Francky Vincent, oui. Et la chanson c'est Tu veux mon zizi. C'est pas mal, hein. On aime bien le principe. Ok. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir fait partager votre passion. C'était vraiment très très sympa. Et nous, on se dit... Monscuit et à bientôt. Oula. Oh putain. Oh putain la cam. Oh putain Steve. Oh putain tout. Voilà, après cette page sportive avec Delphine Vespizer, place au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Et moi, je vous dis à demain, 19h. Salut. Des milliers de manifestants battent le pavé sous le slogan « Tous pour le climat ». À Karlsruhe, enfants, parents, grands-parents se sont retrouvés pour clamer leur mécontentement face à l'inaction contre le réchauffement climatique. L'appel de la ville pour lutter contre le réchauffement climatique est ridicule. Rien n'est concrètement réalisé. Nous sommes très mécontents. Les élus restent inactifs. Nous demandons à l'administration des actions concrètes et qu'elle ne se cache pas derrière des panneaux d'affichage. Pour elle, il faut que la ville devienne une ville verte, en créant notamment des zones de biodiversité protégées et en développant davantage les itinéraires cyclables. De manière générale, il faut que les industries automobiles développent de nouveaux concepts de mobilité. L'énergie électrique n'est pas la solution non plus. Concernant le secteur agricole, on n'arrivera pas loin avec la monoculture. Nous avons besoin de plus de petits producteurs qui utilisent moins de pesticides afin de sauver la biodiversité. Privilégier des sacs en tissu plutôt que du plastique, le vélo plutôt que la voiture et consommer des fruits et légumes à la place de la viande. La plupart des manifestants agissent déjà consciemment pour le climat. Ils savent aussi ce qu'ils doivent encore changer dans leur quotidien. Prendre moins l'avion, c'est très difficile pour moi parce que j'adore partir à l'étranger. Mais je dois absolument réfléchir à une alternative. Nous utilisons déjà plus fréquemment le train afin de laisser la voiture de côté. Nous sommes en train d'acheter des certificats éco-responsables pour la protection du climat. Certaines entreprises font cela. Concrètement, ça veut dire que moins on fera de kilomètres en voiture par an, plus de certificats pour la protection climatique seront achetés et plus d'arbres seront plantés. Je pense que je pourrais encore réduire ma consommation de viande. J'essaye tant bien que mal de le faire, mais c'est pas facile. Je crois que c'est le point le plus important que je dois encore faire évoluer dans mon quotidien. La voiture, oui, j'essaye de faire le plus de chemin en vélo. Je possède une voiture, je ne roule pas fréquemment, mais je l'utilise quand même quand je vais dans mon club de handball qui est trop éloigné pour prendre le vélo. Je sais que j'ai encore des efforts à fournir. Des raisons qui poussent toutes les générations à manifester et à poursuivre la lutte pour la sauvegarde du climat. Du coureur du dimanche au sportif en club, ils étaient plus de 8500 participants au 37e marathon de Baden-Baden. Après 2 victoires, Simon Stutzel a laissé sa place à un marathonien débutant. Après 2 heures, 28 minutes et 57 secondes, Yannick Arbogast de Karlsruhe rafle la première place. Une première pour le jeune qui espérait terminer sous la barre des 2h30.
C'est un grand soulagement. J'étais très nerveux au départ, mais j'étais bien entouré. D'avoir réussi à passer sous la barre des 2h30, c'est génial. Je suis super heureux. Je tiens encore debout, mais je vais devoir aller me coucher pour réaliser ce qui vient de se passer. Je suis exténué. Bref, c'était juste parfait. Chez les femmes, la multiple championne Simone Ratz de Karlsruhe laisse sa place à une Brésilienne, Gabriela Rocha, qui remporte la victoire après 3 heures de course. Je me sens bien maintenant, j'ai beaucoup apprécié le parcours et les participants. L'ambiance était géniale, on nous a encouragés tout au long du chemin. C'est le plus beau jour de ma vie. Isabelle Lefried remporte le semi-marathon avec un chrono d'1 heure et 17 minutes. Chez les hommes, le classement du semi-marathon est également très serré. Après 1 heure 7 minutes et 28 secondes, c'est Yassine Osman qui arrive en tête. Le vainqueur était déjà très confiant dès le départ de la course. On n'est jamais certain de notre position au départ, mais arrivé au kilomètre 3, j'étais déjà bien confiant. Je voyais que j'étais parmi les premiers. Et un peu plus tard, je n'avais plus de doute, j'ai pu prendre la tête de la course jusqu'à l'arrivée. 843 marathoniens ont terminé la course. Pour le semi-marathon, ils étaient 4212. Parmi les coureurs, des footballeurs américains, des pancartes ambulantes, des sprinteurs fous, en groupe ou en solo. Une course où finalement chacun a trouvé son compte.